Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. Salut Olivier. Bonjour. Bonjour à toute notre équipe, Maxime, Sébastien, Florence. Bonjour à vous surtout, chers amis, qui devaient être comme nous tous un peu retournés dans le cœur parce qu'il s'est passé à Tumbler Ridge, une petite communauté de 2400 habitants dans le nord de la Colombie-Britannique, une tuerie de masse qui nous rappelle à nous qui avons vécu Polytechnique il y a très longtemps, mais dont l'événement est resté encore très ancré là, dans nos mémoires, qui nous rappelle à nous donc à quel point c'est troublant, c'est crève-cœur, c'est tellement tragique. Quand ça touche une communauté, ça touche bien au-delà. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur cette tuerie un petit peu plus tard dans l'émission avec un spécialiste d'usage de la force. On vient dans les dernières minutes de confirmer, en fait, c'est un membre de la famille de l'assassin du tueur qui confirme son identité. Il s'agirait, c'est vraiment un membre proche là, de la famille qui affirme qu'il a reconnu Jesse Strang, qui serait, semble-t-il, une personne transgenre. Il y a beaucoup d'informations, bien sûr, qui restent encore à confirmer, entre autres le nombre de victimes. On est rendu à 12 adolescents. Il y a des enfants là-dedans qui ont 12 ans. Là. C'est terrible. Je regardais les témoignages de parents là, sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable. Au moins 25 personnes blessées, dont certaines dans un état critique. Alors, bien sûr, j'imagine que vous avez des commentaires là-dessus. Bien sûr, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. On parle d'école. Hier, justement, on avait le service de on avait le directeur du SPVM, du service de police de Montréal, Fadi Daguin, puis on parlait de violence. Si vous étiez à l'écoute, vous avez peut-être... Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui ont été étonnés, qui disent que Montréal était sécuritaire, que le Québec, entre autres, était plutôt sécuritaire comparativement à d'autres endroits sur la planète, surtout en Amérique du Nord. Mais il parlait de la violence, entre autres, chez les jeunes. Alors, évidemment, avec ce que je viens de vous dire précédemment, c'est tout à fait dans l'actualité. Puis en même temps, il y a d'autres sujets qui touchent l'éducation sur lesquels on voulait revenir. Entre autres, ce matin, puis vous l'avez peut-être entendu si vous suivez l'émission de mon collègue Mario Dumont, mais on a eu l'occasion d'entendre la présidente de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, qui expliquait la position de la Fédération sur le projet de loi 9 sur la laïcité. En gros, ce que disait Mme Montpetit, c'est qu'il ne pouvait pas être d'accord vraiment avec certains articles de loi. Voici un extrait de ce qu'elle a dit. Oh, c'est pas qu'on est opposé au projet de loi, c'est surtout qu'on appelait le ministre, je vous dirais, à la prudence des conséquences que peuvent poser ce projet de loi-là. Je fais référence, par exemple, à certains éléments. Là, vous savez, dans le projet de loi, il y a, par exemple, l'interdiction, l'obligation d'avoir le visage découvert en tout temps. Alors, on appelait le gouvernement une certaine prudence parce que la conséquence, en fait, de l'interdire complètement pourrait amener certaines femmes à être complètement exclues de l'enseignement à l'enseignement supérieur. Là, dans le fond, à être exclues de nos cégeps. Et voilà ce qui m'a fait un peu réagir, je vous avoue. Ce qu'on comprend donc, c'est que la Fédération des cégeps estime que, quand on parle ici de visage découvert, là, ça veut dire que, à la rigueur, le voile qui montre le visage, le hijab, on sait où on est dans cette position-là. Ici, on parle de la burqa. Et j'ai bien demandé à Mario ce matin, est-ce que c'est bien ça qu'on dit? C'est-à-dire qu'on prévient le gouvernement que des femmes qui portent la burqa auraient avantage à pouvoir accéder à des études supérieures et que la loi du Québec sur la laïcité ferait en sorte qu'elles n'y auraient pas accès. Alors là, évidemment, je voulais avoir des précisions de la part de Marie Montpetit qui me suggère, évidemment, de relire leur communiqué, le document qu'ils ont présenté également à la commission, parce que c'était hier qu'ils ont fait cette présentation-là. Inquiétez-vous pas, je l'avais fait déjà. Mais j'aurais vraiment voulu poursuivre la conversation avec elle, parce que j'avais plein d'autres questions, mais c'était pas possible. On devait également en parler à des professeurs. On nous a dit, bon, on va vous envoyer des profs là, qui estiment que c'est vraiment important là, d'expliquer la position de la Fédération des cégeps, puis pourquoi, effectivement, le fait d'interdire à des femmes ou à toute autre personne, on va dire toute autre personne, d'avoir le visage découvert, à quel point ça brime leurs droits. Puis finalement, on se retrouve avec personne qui veut défendre cette position-là. Alors je me dis, est-ce qu'on est en train là, de défendre une position qui touche
Moi, je voudrais savoir, ça touche combien de personnes? Il y a combien de personnes qui portent la burqa au cégep, là? Est-ce que c'est anecdotique? Moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Ou effectivement, ici, il y a une fédération cégep qui défend un grand nombre d'étudiants ou de personnel. Je ne suis pas capable de vous le dire parce que là-dessus, on n'a pas de chiffres. Avec nous, toutefois, quelqu'un qui veut bien intervenir, c'est le député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, parce qu'on voulait avoir la position du Parti québécois à nouveau là-dessus. Pascal Bérubé, qui vient de sortir de l'Assemblée nationale. Merci, Pascal, de prendre ces quelques minutes. Quelle est votre position par rapport à la sortie de la Fédération des cégeps, là, à la suite du dépôt de leur mémoire en commission parlementaire? En désaccord, pour des raisons évidentes. La laïcité devrait s'appliquer au réseau collégial. Il n'y a pas de raison que ça soit une bulle isolée. La question du visage voilé est élémentaire, ne serait-ce que pour les interactions, mais aussi, j'essaie d'imaginer ces femmes voilées qui sont dans le réseau collégial vont travailler où après? Je veux dire, quel employeur permettra de maintenir le visage voilé? Ça, c'est une question là, d'intégration au Québec. Il y a la question des lieux de prière aussi. Alors, moi, j'ai été celui qui, le premier, a interpellé le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Drainville, en lui disant « Il existe des lieux de prière où il y a de la discrimination, c'est-à-dire que c'est seulement les garçons. C'est à peu près toujours la même religion musulmane. Et on considère que l'école ne devrait pas être la prolongation de la foi. Autrement dit, la foi, c'est dans un lieu de culte, dans un centre communautaire, chez soi ou intérieurement. L'école ne devrait pas faire ça. Ça, on l'a voté. En fait, même pas, c'est un mémo. Hein. Le ministre a envoyé un mémo à toutes les écoles, puis c'était réglé. Plus de lieu de prière. Maintenant, le gouvernement arrive avec une nouvelle loi. Ben, il m'apparaît qu'au collégial, là où il y a plusieurs lieux de prière, moi j'ai quelques cégeps en tête où on me rapporte ça, ben, ça n'a pas sa place. Et la question, Isabelle, c'est ceux qui défendent les lieux de prière ou le visage couvert, au nom de quoi? Je veux dire, en quoi ça contribue à mieux intégrer ces étudiants dans la communauté collégiale? Bien, au nom de quoi, ce que je comprends, Pascal Bérubé, ça serait au nom de la protection de la liberté de religion. Je me réfère à une lettre ouverte qui avait été publiée dans Le Devoir au début février, le 3 février de cette année, signée par de nombreux enseignants et professeurs. On ne fait pas la distinction, mais il y a plusieurs noms, là, plusieurs dizaines de noms de personnes là, qui se disent opposées. Beaucoup qui viennent du Collège Dawson, André Laurando, il y en a un ou deux du Cégep du Vieux-Montréal. C'est surtout, de ce que je comprends, surtout de la communauté anglophone. Et le titre, c'est « Nous refusons d'exclure des étudiants de l'éducation. Nous appelons les élus à rejeter le projet de loi 9 et nos cégeps à protéger la liberté de religion. » Donc, ça serait au nom de la liberté de religion. OK. Ben, c'est n'importe quoi. Les collèges n'ont pas à être des lieux de culte, ça c'est pour la prière, ou des lieux où on priorise c'est-à-dire le côté religieux de sa personne, donc en se couvrant le visage. Il faut trancher à quelque part. Nous, on a tranché depuis longtemps sur ces questions-là. On était présents avant la CAQ en matière de laïcité, puis on entend l'être après aussi. Sur ce projet de loi, on est d'accord avec tout. Vous gardez tout? Il y a un enjeu sur les écoles religieuses, je pourrais y revenir, mais moi, il n'y a même pas de négociation possible. Là, je veux dire, ce n'est pas acceptable que des personnes voilées participent à des classes. Je veux dire, c'est un choix qu'il faut faire à un moment donné, là. Il n'y a pas de nuance là-dedans. Donc, on parle de visage couvert, hein, pour les gens là, qui ne l'auraient peut-être pas saisi. Oui. La nuance est importante. On parle vraiment, donc c'est pour ça que je dis le niqab, parce que le niqab est ce voile qui couvre le visage. Effectivement, là, on va se faire accuser de pointer du doigt une communauté particulière, mais je veux dire, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Là. Pascal Bérubé, je pense qu'on sait là, qu'il s'agit ici de la religion musulmane. C'est la seule qui aujourd'hui voile le visage des femmes. On peut avoir toutes sortes d'opinions là, sur est-ce que c'est un signe de grandeur ou c'est un signe qui contraint les femmes. Mais sincèrement, on a quand même le droit comme société de dire, nous, dans nos cégeps, dans nos institutions d'école, on veut pas ça. On veut voir le visage des gens. Là. Je veux dire, il faut faire un choix à un moment donné.
c'est une institution publique. On peut faire ça dans un lieu de culte, dans un centre communautaire, chez soi ou intérieurement, ça va. Mais si vous fréquentez un cégep et on vous dit, il y a des règles, puis vous décidez, vous, que c'est plus important de suivre des règles religieuses que de poursuivre votre formation, je laisse le soin à vos auditeurs de juger de ce type de demande. On est sérieux dans son engagement, mais on respecte les règles des collèges où on devrait garantir la liberté de conscience pour tous. Au même titre qu'il n'y a pas d'autres signes religieux, puis il n'y a pas un enseignant qui aura écrit sur son chandail, voter Québec solidaire ou voter pour une autre formation politique. Il me semble que c'est élémentaire. Le gouvernement, j'imagine, va tenir la ligne là-dessus. On est en accord avec lui. Là, la question, c'est quelle formation politique va défendre ça? La coalition libérale Québec solidaire, ils sont en surenchère beaucoup là-dedans. Moi, je pense que j'entends cette revendication-là. Elle m'étonne. Mais on ne va pas changer de cap là-dessus. Là. Ouais. Vous parliez de l'interdiction des locaux de prière. Ce que dit la Fédération des cégeps, c'est que on n'a pas besoin finalement d'interdire ces locaux-là, puisque la gestion est faite par les cégeps, justement. Vous disiez tout à l'heure, Pascal Bérubé, moi, on m'a parlé d'un ou deux ou trois, enfin, vous pourrez peut-être les nommer si vous pouvez, les collèges là, qui eux-mêmes ont à gérer des locaux de prière. On vous a fait part d'un certain nombre. Est-ce que vous évaluez, est-ce qu'on sait combien il y a de locaux de prière dans les cégeps au Québec? C'est difficile parce que ça porte plusieurs noms. Salle de recueillement, lieu de relaxation. Bon, c'est un peu tout le temps la même chose. Puis j'hésite à nommer ceux que j'avais en tête parce que peut-être que ça a changé, mais je vais revalider. Okay. C'est aussi pour prévenir pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on donne des règles pour que ça soit clair au moment où quelqu'un pourrait dire, là, on va aménager un lieu de prière. Non, voici les règles. Mais je veux dire, il y a tellement d'endroits où on peut vivre sa foi. Est-ce qu'il faut imposer ça au collégial? Ouais. D'où vient ce retour du religieux dans la sphère publique? Oui, voilà. Moi, j'avoue, je comptais sur vous pour essayer d'éclairer ma lanterne parce que j'avoue que j'ai de la difficulté à comprendre la position de la Fédération des cégeps. Comme j'avais de la difficulté à comprendre celle de la FAE qui a utilisé de l'argent de ses membres, des enseignants, pour défendre un tout petit groupe sur les mêmes articles. Je comprends pas la Fédération. Non, puis d'autant plus que dans d'autres dossiers, je vais prendre l'exemple de l'assujettissement des collèges à la loi 101. À peu près tous les syndicats unanimement sont en faveur, puis la Fédération des collèges est contre. Je veux dire, ils prennent leur position comme ils le veulent. Ils ont une démocratie interne, mais moi, je peux me permettre un certain nombre de questionnements là-dessus. Ça semble être dans l'air du temps de défendre à tout prix le religieux. Moi, je pense qu'un signe d'avancement, c'est de défendre la liberté de conscience pour tous, qui fait en sorte qu'on respecte toutes les religions et que les gens, dans leur moment personnel et dans des lieux appropriés, vivent leur foi. Je veux dire, c'est ça la règle. Au collégial, en fait, ça le deviendra. Ce que dit la Fédération, entre autres, puis je vous laisse aller après, parce que je pense que le caucus vous attend, c'est qu'il y a la Fédération la Fédération dit qu'il n'y a pas de justification. Il y a une absence de justification. Elle soutient qu'il n'y a aucune donnée qui justifie aujourd'hui la nécessité de ces nouvelles contraintes de laïcité. Vous en dites quoi? En même temps, la Fédération convient qu'il y a des cas. Donc, si la Fédération craint que des étudiants ne puissent pas participer, c'est qu'il y en a probablement. Mais je vous dis, c'est aussi de prévoir. Ça existe. Ça nous est rapporté régulièrement. Puis ayons des règles claires pour tout le monde. Alors, c'est la troisième fois que la CAQ arrive avec un projet de loi sur la laïcité, la loi 21, ensuite une loi en matière du réseau scolaire. Maintenant, une qui touche notamment le collégial. On est rendu là. Alors, nous, on offre notre concours au gouvernement là-dessus, et ceux qui veulent, qui trouvent ça normal d'avoir des étudiantes voilées, expliqueront en quoi ça contribue à leur socialisation, à leur intégration et au vivre ensemble dans un collège. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Pascal Bérubé. Ça fait plaisir. On comprend bien la position ici du Parti québécois qu'il avait
déjà affirmé d'ailleurs être en faveur de la loi sur la laïcité. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec. Là. D'ailleurs, Olivier, les gens sont à peu près la tous messagerie unanimes. est en feu depuis le début de l'entrevue. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Les opinions vont pas mal vers le côté de la laïcité, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la place pour porter le niqab ou la burqa, entre autres. J'ai Lucie de Montréal qui dit « Je suis chauffeuse d'autobus pour la STM. J'en embarque quelques-unes avec le niqab qui débarque au cégep et c'est encore trop. On veut pas de ça ici. C'est une raison pour laquelle la CAQ a été élue, oui. Ce n'est pas la province qui les exclut, elle s'exclut toute seule. » J'ai un autre commentaire et j'aimerais nuancer le commentaire. C'est Laura de Blainville. Elle dit « Ça n'a pas d'allure, sincèrement, on est au Québec. Si les femmes veulent être voilées, bien qu'elles retournent dans leur pays, nous, les Québécois, on a le droit aussi. » Je tiens à nuancer ces propos-là parce que ce n'est pas parce que tu portes la burqa que tu n'es pas québécoise. Il faut quand même différencier ça. Il y a d'ailleurs, c'est un très bon point, Olivier. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer des Québécoises entre guillemets, je n'aime pas l'expression, mais je vais la dire pareil parce qu'elle se disait comme ça, de souche, c'est-à-dire de souche immigrante qui remontait à longtemps, mais bref, qui se considéraient comme des Québécoises de naissance et qui avaient embrassé la religion musulmane, qui étaient converties et qui portaient le niqab ou la burqa. Le niqab, c'est vraiment le voile qui couvre tout le visage, la tête, mais on voit les yeux. Ouais. Il y a comme une espèce de, on appelle ça l'abaya. Là, c'était une espèce de grande cape, finalement, là, qui couvre tout le corps également. La burqa, ben là, c'est un voile qui couvre également tout le corps, y compris les yeux. Le visage est vraiment pas... Et souvent, il y a une espèce de grillage devant les yeux pour que la personne, quand même, puisse être capable de marcher, de voir où elle va. Mais ce sont vraiment deux habits qui sont quand même assez... radicaux. Oui. C'est pas toutes les musulmanes qui les portent, d'ailleurs. Juste avant de passer à notre prochain invité, il y a quelqu'un qui dit aussi, tu pars de ton pays car l'éducation aux femmes est interdite, voire très difficile, mais tu continues à te cacher le visage alors que là, on veut justement l'enlever. Donc, pourquoi continuer de se battre? C'est-à-dire de t'empêcher d'avoir accès à l'éducation, tu sais, quitte à peut-être ne pas porter ça pour, oui, tes valeurs, ta religion. Donc, il y a un gros débat ici. C'est vrai, parce que ultimement, ils quittent pour pouvoir venir être éduqués. Mais là, on dit que ça pourrait les empêcher d'aller à l'école. Mais à quel prix tu ne veux pas être éduqué, entre guillemets, pour la religion? On a André au bout du fil. Bonjour, André. Bonjour. Je voulais juste vous dire, vraiment, vous parlez des fois de la burqa. Mm-hmm. La burqa, c'est une déformation, c'est une mauvaise déformation d'un mot arabe qui était boukra. Si vous allez en Afghanistan, moi j'étudie avec des Afghans à Toronto. Oui. Si vous allez en Afghanistan, ils appellent ça des tchadris. Oui. Et puis, les Afghans ne sont pas des Arabes, ce sont des descendants de Perses. Ouais. Et quand vous parlez des collèges, là, ils parlent de quoi? Leur argument, c'est la liberté de religion? La liberté de religion, effectivement, oui. Bon, OK. Les hommes sont musulmans, ils portent pas le voile, puis ils ont la liberté de religion. Oui, mais c'est ça. Et vous m'amenez là où je voulais rajouter que c'est bien malheureux de... Oui, finalement, tout ce débat-là se fait sur le dos des femmes aussi, là. Encore une fois, c'est malheureux. Oui. André? Partie, madame, quand j'étais à Toronto, justement, j'avais des amis musulmans. Puis je leur ai demandé, montrez-moi le passage qui dit qu'une femme est obligée d'être voilée. Ils n'étaient pas capables de le trouver. Puis il y en a qui m'ont dit, ça n'existe pas. Mais ça... C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. C'est une invention des frères musulmans au début du 20e siècle en Égypte, qui étaient des radicaux. Alors, je dis, arrêtez de vous faire bullshiter. Ces gens-là profitent de l'ignorance des Québécois pour imposer leur propagande. Ça n'a aucun rapport avec l'islam. La femme n'a pas à être voilée. Point final. Ouais, merci beaucoup, André. Et évidemment, quand on parle de ce sujet-là, j'ai souvent envie de me tourner vers Fatima Aboubakar parce que Fatima est musulmane. Merci de prendre le temps de nous parler. Elle est représentante du mouvement laïque québécois. Elle est déjà venue à notre émission et vous aviez beaucoup apprécié son message pacifique, mais aussi éducatif. Parce que là, André vient de nous dire, faut pas se tromper dans les voiles intégrales et tout. Mais je voudrais vous entendre, Fatima, sur la sortie, là, sur le dépôt de ce mémoire. Hier, on a vu la Fédération des cégeps dire, attention, on n'est pas contre toute la loi sur la laïcité, là, sur le projet de loi 9.
Mais en ce qui concerne les lieux de prière, puis en ce qui concerne le port du voile intégral, on a des gros enjeux. Puis pour nous, il faut enlever ces articles-là. C'est ce qu'a dit la Fédération des cégeps, parce qu'ils disent que ça va nuire aux femmes qui veulent accéder à l'éducation supérieure. Votre réaction là-dessus? Bonjour Isabelle. Tout d'abord, moi, abstraction faite de l'intention, de la bonne intention de la Fédération des cégeps, je vais souligner l'effet concret de leur position. Par leur position, ils sont en train de normaliser avec l'idée de l'effacement total de la femme. Parce qu'on est dans le niqab, là, on est dans l'effacement total de la femme. Ils sont en train de valider la pression exercée sur la femme musulmane par la branche la plus rigoriste de l'islam politique. Ils sont aussi en train de donner du poids à la lecture la plus réductrice de l'islam politique. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils sont en train de servir un projet politico-religieux qui dépasse largement la trajectoire individuelle de ces femmes-là. Donc, pour revenir il faut définir c'est quoi le niqab. Le niqab, d'abord, c'est vraiment un effacement total de la femme. La femme, on veut même pas voir son visage ni ses mains, même pas le voile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Fatima, je me permets de le dire, depuis octobre 2010, dans l'Hexagone, en Europe, en France, entre autres, le voile intégral, c'est-à-dire la burqa, le niqab, ils sont interdits des lieux publics. On n'a pas le droit de se dissimuler le visage dans l'espace public. Mais oui, d'abord, c'est une rupture brutale avec la vie en société. C'est vraiment la madame de la fédération qui a parlé elle a peur d'exclure ces femmes, mais ces femmes, et plusieurs l'ont souligné d'ailleurs, elles sont en train de s'exclure elles-mêmes. Il n'y a personne qui les exclut. Le gouvernement leur a ouvert les portes de ces institutions éducatives, leur a offert les moyens pour aller étudier, leur a prévu des conditions pour aller aux études, mais c'est elles qui s'excluent. Moi, j'ai une question que je n'ai pas vue passer, par exemple. Allez-y. Est-ce qu'on a pensé aux autres qui vont, je sais que le travail, moi j'ai des garçons là qui sont à l'université, il y a beaucoup de travaux en équipe. Est-ce qu'on a pensé aux autres étudiants? Est-ce qu'on a pensé aux autres qui vont être appelés à faire un travail en équipe avec une personne inconnue? Et d'ailleurs, est-ce que cette personne va accepter de faire un travail en équipe avec une équipe où il y a un garçon? Par extension de ce qu'on connaît, on n'est vraiment pas, je ne suis pas spécialiste du Coran puis la religion musulmane, mais ce que j'en sais, normalement, une femme, quand elle est rendue à porter le voile intégral, il doit y avoir très peu de contact avec d'autres hommes à part son père et ses frères. Là. Exactement. Donc, elle va refuser de faire un travail avec un camarade, garçon, un homosexuel, un trans, un juif, Donc, est-ce qu'on est juste... je crois que la position de la Fédération du cégep est vraiment en train de travailler les intérêts de ces femmes seulement. S'il y a une, deux ou trois, on ne sait pas c'est combien, mais on est en train d'accommoder tout le système pour faire plaisir, pour rendre confortable ces femmes. Est-ce que vous voyez un retour, Fatima? Il n'y a pas si longtemps, on parlait de qui se faisait encore à la Société d'assurance automobile du Québec, là, que si un homme voulait pas être dans une voiture avec une agente de la SAQ qui allait passer son examen, il pouvait demander d'avoir un homme. Là, on disait, là, c'est des accommodements déraisonnables. Oui, ça se fait encore. Là, on est en 2026. Avez-vous l'impression qu'on est comme reparti dans une vague d'accommodements déraisonnable? Peut-être que la vague remarquée n'a jamais arrêté, là, puis on le savait juste pas. On tenait ça mort un peu. Mais là, on dirait que quand on gratte, on en trouve d'autres accommodements déraisonnables. Mais l'exemple de la SAQ, c'est parce que Mme Pelchat nous a dit ça, elle a parlé de ça. Mais il y en a des accommodements dans les hôpitaux. Un homme qui va refuser d'être traité par une femme médecin, une femme qui va être refusée d'être vue par un homme médecin ou un infirmier. Il y en a beaucoup. Moi, il y a des gens qui m'ont parlé de ça. Là. Donc, les accommodements, vous savez, Madame Maréchal, la solution pour éviter ce genre d'accommodement, c'est d'arrêter les accommodements religieux. Il n'y en a pas 36 000 solutions. Il faut arrêter de donner des accommodements sur la base de la religion. Et on va finir avec toutes ces histoires. Parce que là, on commence à privilégier une liberté individuelle
qui n'a aucun sens. Non seulement on la privilégie au détriment des valeurs de la société. Ouais. Imaginez, on efface une femme pour respecter sa pratique sectaire. Là, je vous dis, même dans les pays islamiques, le niqab est perçu par beaucoup de penseurs comme de la maladie mentale. Je m'excuse de le dire, mais il y a des noms de penseurs, je peux vous en donner des noms, et qui vivent dans les pays islamiques et qui disent que ça relève de la maladie mentale. C'est de l'exclusion. J'allais vous poser la question, Fatima, je ne sais pas si vous en connaissez des niqabés, des femmes qui portent le niqab ou la burqa au Québec, mais moi je me demande toujours pourquoi portent-elles ce vêtement qui cache de façon intégrale leur corps et leur visage? C'est toujours le débat, est-ce qu'elles le sont forcées ou c'est une conviction vraiment personnelle? Mais forcer, il faut même le mot forcer, des fois, on n'est pas obligé d'être forcé par un homme pour faire quelque chose. C'est une doctrine qu'ils apprennent depuis qu'elles ouvrent les yeux. Moi, je vois passer des vidéos. Je vous assure, Madame Maréchal, j'ai vu une fillette avec la suce, avec une burqa, et puis quand ils ont enlevé ça de son visage pour lui dire félicitations, bravo, tu portes la burqa, elle avait une suce dans la bouche. Est-ce que celle-là, une fois adulte, on va dire qu'elle l'a choisie? Est-ce qu'on va dire que c'est une conviction? On ne peut pas choisir la prison, là. À moins qu'on y soit né. Personne ne choisit ça. Donc, mais quelqu'un qui vient au Québec, il doit savoir quand même qu'il vient dans un endroit où la laïcité, c'est ce qui guide l'État et les institutions scolaires d'éducation. Même si cette personne ne le sait pas. C'est le Québec qui doit lui dire « Voici mes valeurs ». Toi, tu as choisi le Québec. Tu le sais, tu le sais pas. Ça, c'est ton problème. Tu dois faire tes recherches. Maintenant, tu l'as choisi. C'est le Québec qui doit s'imposer, qui doit dire « Voici mes valeurs ». Moi, la valeur égalité homme-femme, c'est une valeur primordiale. Moi, la laïcité, c'est un socle de ma société. Moi, la liberté de conscience, c'est une valeur que je protège. Si cette femme refuse cette valeur, elle n'a qu'à retourner chez elle. De toute façon, moi, je ne suis pas prête à faire des sacrifices pour une femme pour altérer la liberté de conscience de tout le monde. Parce que là, dans les institutions, là où la liberté de religion rentre, la liberté de conscience disparaît. C'est clair. Merci. On ne peut pas avoir les deux dans le même endroit. Merci beaucoup, Fatima Aboubakar, représentante du mouvement laïque québécois, qui est également éducatrice dans une garderie. Il y a vraiment beaucoup de commentaires. Oui. Il y a comme un manque de patience, finalement, aussi chez les Québécois. Puis je pense qu'on peut comprendre parce que c'est pas... Tu sais, ça fait des années qu'on débat de la laïcité au Québec. Et il y a plusieurs personnes qui en témoignent de ça Jacques, entre autres, là, au 187 Cube Radio, il dit « J'ai 77 ans et j'ai vécu l'époque où la religion était omniprésente dans nos vies. Collectivement, nous avons décidé que nous en avions assez. Je n'accepte pas de retourner à cette influence, peu importe la forme qu'elle prendrait. » Ça, je pense, c'est le point de vue que plusieurs rapportent dans la messagerie texte. Et il y a quelqu'un qui amène un exemple complètement champ gauche, Éric Hall, qui dit « Moi, je crois en Poséidon. » Attendez, je vais suivre. Cela signifie-t-il que je n'aurai pas le droit d'avoir un trident dans une salle de classe? T'es pas un trident parce qu'on s'entend, c'est une arme, là, mais je comprends l'exemple. Une fourche. Je comprends l'exemple. Est-ce que parce que tu crois quelque chose, là, tout d'un coup, si ça se présente physiquement devant toi, t'as pas le droit de la porter? Ça lance quand même aussi le débat. Mais tu sais, c'est un débat qui est loin d'être terminé, la laïcité. Je pense mais que ça va... il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus parce qu'une majorité claire, nette de Québécois le dit depuis les dernières années. Au Québec, le Québec est une société laïque. Et je pense que c'est important. On devrait le mettre à la douane quand on arrive. Et la CAQ, elle a été élue pour ça. On l'a répété tantôt, là, justement, dans la messagerie. C'était pour ça. Mais on a entendu Pascal Bérubé, le Parti québécois, s'il est élu, il n'y a pas l'intention de changer un iota dans cette loi. Donc, ça mérite d'être clair. Voilà. On va s'arrêter ici. On va revenir tout de suite après la pause avec ce qui se passe en Colombie-Britannique. C'est terrible. Une tragédie qui, comme toutes les tragédies où il y a un tueur fou qui s'en prend à des enfants dans une école, on cherche à comprendre pourquoi. Il y a Nathalie Provost ce matin, survivante de Polytechnique, qui disait c'est pas tellement le pourquoi qui est important, c'est le comment. Comment on passe à travers une petite municipalité rurale, 2400 habitants. Ils sont au cœur des montagnes rocheuses, à 12 000 kilomètres de Vancouver, puis ça frappe dans leur école.
pourquoi, puis comment on va passer à travers. On en parle tout de suite après. On aimerait ça avoir vos commentaires. Sans doute que vous êtes, vous aussi, étonné et complètement, profondément touché. Il y a le premier ministre Carney qui a réagi. Il y a le ministre de la Sécurité publique fédérale qui est sur place, s'il n'est pas déjà arrivé. Il y a le roi d'Angleterre également là, qui s'est montré, qui a envoyé ses condoléances. Bref, on est de tout cœur avec cette communauté-là. On en parle tout de suite après.